Bonsoir. Merci à tous d'être venus pour cette conférence sur le thème de la monnaie libre. Le collectif Monnaie Locale est heureux de vous accueillir. Je vous laisse découvrir Pierre-Jean, désolé, qui va vous exposer un peu cette thématique-là. Donc par rapport à une monnaie locale complémentaire, c'est un autre domaine. Merci. Donc, merci pour la présentation. Alors, moi, je suis juste un citoyen. Je me suis posé quelques questions au départ sur l'écologie, sur la démocratie, et puis ensuite sur la monnaie. Et puis, j'ai passé mes 2 dernières années de chômage à essayer d'approfondir ce sujet-là. Oui, c'est très bien. Très bien. Et donc Véronique m'a contacté pour venir vous présenter ce concept-là que j'essaie de développer sur Internet avec d'autres contributeurs. Alors, on va commencer par les citations d'hommes connus, de personnages célèbres. Donc, Henry Ford nous a dit qu'il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. Ensuite, Josiah Storm, directeur de la Banque d'Angleterre début du 19e siècle, du 20e siècle. Les banquiers détiennent la terre. Si vous souhaitez rester leurs esclaves et payer le coût de votre propre esclavagisme, alors laissez-les continuer à créer de l'argent. Et John Kenneth Galbraith, économiste, le procédé par lequel les banques créent de l'argent est tellement simple que l'esprit en est dégoûté. Alors, avec ces citations, on comprend qu'il y a peut-être derrière la création monétaire, il y a peut-être un outil, qui sert pour certains à soutenir leur domination sur d'autres. Et donc, comme on va parler d'économie, on va parler de création monétaire, on va forcément parler du travail. Donc, je vais commencer par là, ensuite je vous expliquerai la monnaie, qu'est-ce que c'est en fait, et comment elle est créée. Pour ensuite donc, vous présenter la théorie relative de la monnaie, qui est un concept qui a été rédigé par un ingénieur français. Et on va terminer par une application informatique qui respecte cette théorie relative de la monnaie, qui est actuellement en développement. Alors, le travail. Le travail, qu'est-ce que c'est le travail? Je vais essayer de le définir à ma manière. Donc, pour le définir, je vais me baser sur l'étymologie du mot. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà ce mot. En ce moment, sur Arte, il y a une série qui traite du sujet, qui s'appelle Trépalium. Et donc, le trépalium, en fait, c'est un instrument de torture qui servait à punir les esclaves dans l'ancien temps. Et le mot, en fait, s'est transformé en mot travail parce qu'en fait, ce sont les activités qui étaient faites par les esclaves, qu'on ne voulait pas faire, qu'on a appelé travail. Si on regarde aussi la connotation du mot travail, on voit bien que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas forcément agréable. L'accouchement, on appelle ça le travail. Et donc, on voit bien qu'en fait, le travail, en tout cas, je le définis comme ça, c'est une activité qui demande un effort. C'est-à-dire qu'on peut faire d'autres activités qui demandent beaucoup moins d'efforts, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas créatrices de valeur. On va y venir après. Donc si une tâche ne demande pas d'effort, ce n'est plus du travail à ce moment-là. Et je différencie le travail de l'emploi, puisque je peux travailler pour moi-même ou je peux travailler pour quelqu'un. À partir du moment où je travaille pour quelqu'un, à ce moment-là, ça devient de l'emploi. Si je le fais pour moi-même, ce n'est plus de l'emploi. Alors j'ai récupéré un petit dessin humoristique pour imaginer le phénomène. Donc, et sinon, tu as un vrai métier, genre chasseur-cueilleur. Alors, la notion de travail, en fait, on voit bien qu'elle est relative suivant les individus. Ce qui est du travail pour moi ne va pas être du travail pour vous, et inversement.
Tout dépend de ce que vous aimez faire de vos journées. Donc, je vais prendre un exemple le premier exemple que je vais prendre, il parle beaucoup aux femmes, parce que c'est les tâches domestiques. Et donc si je prends par exemple deux femmes qui font des tâches domestiques, eh bien il y en a une qui va être employée à le faire, une qui ne va pas être employée à le faire. Et donc par exemple on peut très bien mettre la femme de ménage dans la case emploi, puisqu'elle est employée par quelqu'un pour le faire. Elle fait du travail parce qu'elle n'a peut-être pas forcément envie de le faire, ça lui demande peut-être un effort de le faire. Et même si elle le fait chez elle aussi, ça lui demande un effort. Donc ça peut être du travail, mais du travail qui n'est pas de l'emploi. Tandis que l'homme de ménage, ça ne lui pose pas de problème, ça ne lui demande aucun effort. Ça marche très bien avec les hommes aussi. Hein. Ah faut pas voir dans mon discours l'espèce de sexisme ou quoi que ce soit. Au contraire. Donc je pense justement que le travail des femmes, pendant très longtemps, il n'a pas été assez valorisé. Et donc, bon, ça a tendance à évoluer aujourd'hui. Je suis un père de famille qui fait le ménage aussi. Pas de problème avec ça. Et puis, bon j'avais des dizaines d'autres exemples, donc je me suis arrêté sur un parce que j'ai un ami qui est dessinateur, qui a énormément de talent et puis qui n'a pas d'emploi. Donc c'est un autre exemple aussi où on voit que faire du dessin, c'est plutôt agréable généralement pour les gens, faire du dessin, en tout cas ceux qui aiment ça. Et donc à ce moment-là, on peut considérer que c'est du non-travail, on peut être employé à le faire ou pas. Un deuxième dessin humoristique d'actualité, l'ubérisation du monde, c'est pas nouveau. Et on voit donc Gutenberg qui est en train de sauver les moines du travail. Je vais dire ça comme ça plutôt, on va regarder le côté plutôt positif. Plutôt que de dire qu'il lui vole le travail, il les sauve du travail. Et à ce moment-là, les moines pourront faire autre chose. Et en fait, la disparition du travail, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu. Parce que justement, comme c'est des choses qu'on ne veut pas faire, on a toujours rêvé, c'était le paradigme des années 70-80, de la disparition du travail au XXIe siècle. C'est quelque chose qui est vraiment qu'on a voulu, et en fait, qui est la résultante du progrès. Allô? Voilà. Donc je disais que c'est le progrès qui fait disparaître le travail. Si je crée un outil qui me permet de m'éviter de faire des tâches répétitives ou contraignantes, je vais en profiter. C'est quand même ça le progrès. Alors justement, demain, qu'est-ce qui nous attend? Là, on est en pleine mutation du monde du travail. Moi, les gens de ma génération ont connu le chômage un peu toute leur carrière. Ça a toujours été un problème. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, notamment avec l'apparition d'Internet, des nouvelles technologies, on a une décentralisation de l'activité. Et on voit des systèmes de production alternatifs qui commencent à se mettre en place. C'est par exemple le cas dans les logiciels libres. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'Internet sans le logiciel libre. Les 3/4 des sites que vous visitez fonctionnent derrière, ce sont des logiciels libres. Et on voit aussi apparaître, même dans l'économie réelle, si je puis dire, des innovations qui sont issues du monde du libre. Et donc, par exemple, concrètement, on va pouvoir bientôt télécharger les plans d'une maison et puis l'imprimer en 3D si à côté on a un espace de coworking avec une scie automatisée pilotée par ordinateur. On peut télécharger les plans de sa maison, les faire découper à côté, la monter soi-même. Ça, c'est un exemple. Mais il y a d'autres initiatives dans l'énergie libre et d'autres secteurs. Et donc, c'est vraiment une évolution par rapport au modèle capitaliste traditionnel. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que ce qu'on appelle les GAFAM. Merci. GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, j'ai oublié les autres. Donc les plus grandes multinationales d'Internet aujourd'hui s'accaparent ces valeurs. Aujourd'hui, si vous utilisez Facebook, Google, Twitter, etc., en fait, vous êtes contributeur. Et les données que vous fournissez à Google, Facebook, Amazon et tout ça, ça leur sert ensuite pour les monétiser derrière, ce qu'on appelle le big data. Donc, à l'instar des entreprises comme Renault, Peugeot, qui
qui en fait investissent dans l'automatisation et donc créent du chômage, eh bien les Google, Facebook, Amazon s'accaparent les valeurs créées par les internautes. Donc il y a un problème par rapport à ça, c'est que toute cette valeur, en fait, elle est amassée vers le haut, et c'est pour ça que Google est très riche aujourd'hui. Alors, la solution que beaucoup de gens prônent, et qui existe déjà aussi depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui commence à faire son chemin, parce qu'on en parle un peu partout, à l'Assemblée nationale, à la télé, à la radio, dans les journaux, c'est le revenu de base. Alors, le revenu de base, le concept, il n'est pas compliqué, c'est-à-dire que tout citoyen a droit à un revenu d'existence, inconditionnel et universel, cumulable avec un travail, un emploi, qui pourrait être salarié ou de l'entrepreneuriat. Et donc ce revenu de base, il permettrait à tout à chacun déjà de vivre décemment, au moins le minimum vital. Et derrière, il y a plusieurs idées derrière ce revenu de base. Mais surtout, il y a des avantages. Les idées, je vais vous les présenter après. Les avantages, en fait, c'est que si on était libéré de l'obligation de rechercher de l'argent en permanence, eh bien, ça pourrait libérer une partie de notre créativité, une partie aussi pour notre développement personnel, pour la politique, pour la vie de famille, le lien social. Et donc, du coup, on pourrait mieux répartir le travail actuellement. Par exemple, moi je connais beaucoup de gens qui vont au travail tous les jours, et ils n'aiment pas ça. Ils n'ont pas envie d'y aller. Et au contraire, je connais des gens qui ne travaillent pas, ils attendent que ça. Alors, il faudrait remettre les choses à leur place, et grâce à un revenu de base, eh bien, on aurait la liberté de choisir ou pas de travailler, et de laisser les autres travailler à notre place éventuellement. Sinon, on veut faire autre chose, s'occuper des enfants, ou peu importe, faire du bénévolat. On pourrait aussi donc valoriser les activités utiles ou indispensables, remettre le travail là où on en a besoin, plutôt que de chercher à tout prix à faire travailler les gens, c'est-à-dire à leur faire des trous et à leur boucher derrière. Des fois c'est un peu ça, ce qu'on voit dans le monde du travail. Et donc on pourrait aussi supprimer beaucoup de travail inutile, notamment dans tout ce qui est administratif. Parce que si tout le monde avait le droit de sa naissance à sa mort, un revenu de base inconditionnel, on n'aurait pas besoin de justifier. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Si on veut le RSA, il faut justifier. Si on se met en couple, on ne peut pas le cumuler. Donc, à partir du moment où on est deux personnes, bien, on perd une partie de ses aides. Et puis tout ce qui est Pôle emploi, CAF, retraite, etc., tout ça pourrait disparaître si on avait un revenu de base garanti. Alors, le revenu de base, on pourrait le mettre en place de plusieurs manières. La première idée de base qui est développée, c'est par financement, par cotisation, taxes, prélèvements, un peu comme la sécurité sociale par exemple. On pourrait imaginer une taxe sur les transactions pour financer ce revenu de base. Il y a le concept de salaire à vie. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de regarder les travaux de Bernard Friot et avec le réseau salariat. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de mettre en place un revenu de base par création monétaire. Et donc c'est sur cette partie-là que je vais vous présenter aujourd'hui la théorie relative de la monnaie, qui va venir ensuite, et le logiciel qui va avec. Alors maintenant, on va parler monnaie. On va parler monnaie, on va essayer de voir d'où elle vient, qui l'a créée et comment. Alors déjà, il y a une idée reçue que j'aimerais enlever de l'esprit des gens, si on peut, c'est que le troc n'a jamais été une manière commune de mesurer les échanges. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin d'un bien ou d'un service n'a pas forcément le bien ou le service que l'autre a besoin en face. Le troc, c'est vraiment ponctuel. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été développé à grande échelle. Et donc, en fait, la monnaie, on l'a inventée pour résoudre un problème. Comme c'est une invention humaine, évidemment, les animaux n'utilisent pas de monnaie, c'est nous qui l'avons inventée, la monnaie. C'est pour résoudre un problème. Toute invention que l'homme fait, à chaque fois, c'est pour résoudre un problème auquel il est confronté. Et donc, au départ, on fonctionnait comme les animaux, on est en économie du don, on ne se posait pas trop de questions, tu as besoin de ça, je te le donne, si tu as besoin que je t'aide. Et puis, progressivement, avec l'apparition de la propriété privée, eh bien, certaines populations commençaient à noter les échanges.
Donc certaines civilisations ont fait des entailles sur des bouts de bois pour comptabiliser. Et puis les Sumériens ont utilisé des tablettes d'argile pour noter les comptes des échanges. Et tout ça, donc, c'était à peu près 3500 ans avant Jésus-Christ. Pour la petite anecdote, parfois, les Sumériens, quand il y avait une guerre ou des disputes, eh bien, ils se mettaient à casser les tablettes d'argile pour effacer les dettes. Alors, 700 ans avant Jésus-Christ, on voit apparaître les premières monnaies frappées sur des métaux précieux. Et donc là, on voit d'où vient l'expression toucher pactole, puisque donc, ces premières monnaies frappées ont été mises en place par un roi à côté d'un fleuve qui s'appelle le Pactole, et dans ce fleuve, on avait beaucoup d'or et d'argent, beaucoup de métaux précieux. Et on pensait à l'époque qu'on pouvait faire des échanges en métaux précieux, puisqu'il n'y avait pas d'altération avec le temps. Si je faisais un échange avec des matières, avec de la nourriture, bon, ça périt, donc ça ne peut pas servir de réserve de valeur, et donc on a utilisé les métaux précieux. Dans certaines civilisations, on utilisait les coquillages aussi à la place. Mais en tout cas, en Europe, en tout cas proche de l'Europe, on a vu commencer à apparaître les monnaies frappées de cette manière-là. Et donc, en fait, ça a été un outil qui a été inventé pour financer les guerres, puisque donc les armées, à l'époque, n'avaient pas les moyens de transporter de la nourriture sur le long terme. Et donc, l'idée, c'était tout simplement d'aller voir les conquis, et puis de leur acheter leur nourriture, avec notre monnaie qu'on a frappée, qu'on a inventée. De cette manière-là, eh bien, les guerriers pouvaient se réapprovisionner et puis continuer de conquérir. Et donc au moment où on achetait les ressources aux vaincus, eh bien, on lui disait, maintenant tu vas utiliser cette monnaie-là pour mesurer tes échanges, tu seras obligé, je t'impose de le faire, puisque chaque année tu vas m'en donner une partie. Comme ça, et avec cette partie-là, je vais pouvoir financer toujours mon armée pour te protéger, puisque maintenant tu fais partie de mon royaume. Et donc c'est comme ça qu'on a imposé les premières monnaies frappées au peuple. Alors on le voit bien dans Wikipédia, le développement de la monnaie métallique est parallèle au développement des empires. Alors, est-ce que la monnaie c'est de l'argent ? Souvent, dans notre vocabulaire, on utilise toujours le mot argent. Alors le problème, c'est que du coup, on n'utilise pas les bons mots. Et ça, c'est à cause de l'historique, je vous l'ai présenté juste avant. Et donc, il ne faut pas utiliser le mot argent. La monnaie, en fait, sert à mesurer des échanges, des biens, des services, la valeur de ces échanges, mais en tout cas, ce n'est pas l'argent. Attendez, excusez-moi, je me suis perdu. L'argent, c'est un matériau. C'est un matériau précieux et c'est une ressource. En fait, on s'échange l'or ou l'argent et on peut le mesurer avec de la monnaie. Mais la monnaie n'est pas l'argent, ce sont deux choses différentes. C'est là où je veux en venir. Et donc, tout ce qui est métaux précieux, ils n'ont pas de propriété d'invariance, ce que j'appelle une propriété d'invariance universelle, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas dans l'espace et dans le temps. Pour qu'une monnaie soit reconnue, pour qu'elle soit stable, il faut qu'il y ait une propriété d'invariance. Par exemple, pour le mètre, si je mesure 1 mètre, l'année prochaine, 1 mètre sera toujours la même distance. Si je mesure 1 mètre ainsi à l'autre bout de la planète, c'est toujours 1 mètre. Et donc, il faut que les monnaies aient cette propriété d'invariance universelle, puisque c'est une mesure, comme le kilogramme ou le degré. Le degré Celsius en France, c'est 0, ça gèle, 100 degrés, ça bout. On a quelque chose qui est invariant. Et les Anglais utilisent le degré Fahrenheit. Donc voilà pour cette propriété d'invariance qui n'existe pas dans les métaux précieux. Elle ne représente pas du tout l'activité humaine et impose aux hommes de s'en procurer à tout prix. Puisqu'au départ, au départ non, mais à une certaine époque de l'histoire de l'homme, la monnaie était créée en échange d'or. En échange d'or ou d'argent. Et donc il fallait creuser, aller chercher à la mine, chercher les métaux précieux pour pouvoir créer de la monnaie. Donc la monnaie avait un lien avec le travail avec cette époque-là, mais le travail de base qui était nécessaire, c'était d'aller chercher ces métaux précieux. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait la monnaie c'est une unité de mesure. Elle peut servir de réserve de valeur temporaire, mais c'est surtout une unité de mesure. Alors aujourd'hui, quelle forme a notre monnaie ? On a parlé des pièces frappées, on a parlé
tablettes d'argile des Sumériens, mais aujourd'hui, quelle forme elle a principalement? Donc en fait, il y a deux types de monnaies qui existent, les pièces et les billets, qu'on appelle la monnaie fiduciaire, et puis d'un autre côté, la monnaie scripturale, qui est en fait juste des écritures de compte, ce que vous avez sur vos comptes en banque. Et donc aujourd'hui, plus de 90% de la monnaie en circulation, c'est de la monnaie scripturale. C'est-à-dire que vous êtes payé par virement bancaire, vous payez votre loyer par virement bancaire, prélèvement, etc., chèque, carte bleue, mais les pièces et les billets ne représentent quasiment plus rien. Et on est aujourd'hui dans une phase où carrément on veut l'interdire. Il y a des lois en ce moment qui sont votées pour limiter l'utilisation des pièces et des billets. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on utilise en fait une monnaie qui est complètement virtuelle et numérique. Virtuelle parce qu'il n'y a pas d'objet qu'on peut palper derrière, et numérique parce qu'elle est utilisée par des ordinateurs. Ce sont des ordinateurs qui gèrent tout ça. Alors, comment on donne une valeur à une monnaie? Comment on peut l'étalonner? Puisqu'on a dit pendant longtemps, donc derrière il y avait des métaux précieux, et donc on disait que la monnaie c'était l'équivalent de tant d'or. Mais aujourd'hui, bon, c'est plus le cas. Alors comment on l'étalonne? Mais en fait, plus vous avez de monnaie en circulation, je pense que ça je vais rien vous apprendre, plus il y en a en circulation et moins elle vaut. Si par exemple on est un groupe d'individus, on utilise une monnaie et on a 10 000 unités en circulation, si du jour au lendemain on passe à 100 000 unités, bien forcément pour mesurer nos échanges, on va tout diviser par 10. Donc si, d'après mon petit dessin, là, si on est 3 et qu'on a 1000 chacun, c'est pas la même chose que si j'ai 1000 et puis qu'il y a 1 million en circulation. J'ai pas le même poids dans l'économie, j'ai pas le même pouvoir. Et donc en fait la monnaie elle a une valeur relative par rapport à la masse en circulation. Donc s'il y a 2 fois plus de monnaie en circulation, votre monnaie vaut 2 fois moins. C'est intrinsèque, on peut rien y faire. Ah, on voit pas mon image. Donc j'ai un bug. Alors normalement donc j'ai un graphique ici avec la création monétaire euro. Alors pour ceux qui veulent voir le graphique, vous pouvez le voir sur créationmonétaire.info. Donc c'est Stéphane Laborde, un ingénieur français donc, qui récolte ces chiffres régulièrement. Et donc vous avez un graphique de 1997 à aujourd'hui avec le taux de croissance de la masse euro. Donc on voit que c'est pas du tout régulier. Pendant les 10 premières années, 15 premières années, c'est-à-dire de 2000 à 2010, enfin 90 à 2005, la masse monétaire euro a doublé. Alors on dit toujours oui, quand il y avait les francs, ça coûtait moins cher d'acheter une baguette. En fait, le problème, il vient de là. Il y a 2 fois plus de monnaie en circulation, donc la monnaie vaut 2 fois moins. Et celui qui avait 100 000 euros en 99, eh bien aujourd'hui, s'il a toujours 100 000 euros, bah, ces 100 000 euros, il vaut 2 fois moins. Donc ce graphique-là, c'est dommage qu'on ne peut pas le voir, mais donc ça montre ça. Ça montre aussi que le taux de création monétaire, il est invariant, il bouge tout le temps, et il y a même des périodes où il devient négatif. Voilà. Alors justement, comment est créée la monnaie? Alors on va voir si on a une bonne classe. Si vous avez vu Gérard Fouché, il a dû vous le faire l'exercice. Il a l'air doublant. Donc je vais pas trop poser la question. Alors moi, on va essayer quand même. Est-ce que l'argent est créé par l'État en fonction de ses besoins? Qui pense que c'est l'État qui crée la monnaie en fonction des besoins? Ah bah il y a... Ah ouais. Moi, je crois que tout le monde connaît un petit peu le sujet. Par les banques et les citoyens en échange contre de l'or. Est-ce qu'il y a... Non? Ah, tout le monde a vu la conférence de Gérard, je crois. Donc, par les citoyens grâce à leur travail, donc je ne vais pas continuer le sketch. Par les banques centrales pour répondre à la demande des États. Ou par les banques commerciales via le crédit bancaire. J'entends des rires, je pense qu'il y en a qui connaissent. Alors, pour certains, si vous avez pu étudier un peu l'histoire, donc depuis 1971, on a mis fin aux accords de Bretton Woods, justement, qui adossaient la monnaie à l'or. Et donc, depuis 1971, plus aucune monnaie est adossée à l'or.
La monnaie aujourd'hui est créée ex nihilo, ça veut dire à partir de rien, et en fait c'est normal, puisque toute monnaie est une invention humaine, toute monnaie est créée à partir de rien. C'est évident. Alors ça peut choquer maintenant aujourd'hui sur l'euro par exemple, parce qu'on croit que, enfin, il y a tout un tas de concepts qui sont vraiment bien implantés dans notre tête, et toute monnaie, quelle qu'elle soit, est forcément créée à partir de rien. Et donc aujourd'hui elle est créée par les banques privées, lors du crédit bancaire. Donc je vous apprends rien si vous avez vu Gérard. Quand on va voir le banquier et qu'on demande un prêt, c'est une écriture comptable. Le banquier crédite notre compte avec son ordinateur d'une certaine somme. Il marque une reconnaissance de dette dans ses comptes. Les comptes s'équilibrent. Et à ça, il rajoute un intérêt. Donc en fait, le problème de cette forme de création monétaire, c'est que, vous imaginez, si on est là tous ensemble puis qu'il n'y a pas de monnaie, on veut former un village, donc on va créer notre monnaie. Donc on va dire, bah, c'est moi le banquier, par exemple. Et donc, je vais créer 100 000 unités pour tous, ici. Donc, je vais faire des crédits, en fait. Il y en a un qui va me prendre 20 000, etc. Mais au total, je vais créer 100 000 pour vous tous. Et puis, ben, comme je vais les créer avec des intérêts, donc il y aura 100 000 dans l'économie, il va falloir rembourser 150 000. Donc, on imagine bien que vous allez faire des échanges entre vous, et puis qu'au fur et à mesure, les crédits vont se rembourser. Et quand les crédits vont être totalement remboursés, donc il n'y aura plus de monnaie dans l'économie, c'est la crise, assèchement monétaire, sauf qu'il y aura encore les 50 000 d'intérêts à payer. Donc comment on fait? Donc à ce moment-là, il faut resouscrire des crédits. Pour déjà réalimenter les circuits, pour que les gens puissent retrouver des chiffres et mesurer leurs échanges, et puis ben, pour rembourser les intérêts du banquier. Donc en fait, le problème, c'est que du coup, on crée de la monnaie avec un pari sur l'avenir. Le crédit, donc ça vient de croyance, hein, donc c'est vraiment une croyance. Si j'apporte du crédit à quelqu'un, c'est que je le crois. Et donc, ça ne reflète pas du tout l'activité humaine actuelle. C'est surtout un pari sur le fait qu'il y aura de l'activité. Mais on n'est pas sûr. On peut faire un crédit à une entreprise qui elle a un projet intéressant, mais malheureusement l'entreprise ne marche pas, donc elle ne peut pas rembourser son crédit. Et donc du coup, forcément, ça impose une croissance permanente, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir à chaque fois rembourser les intérêts, puis qu'il y ait de l'argent dans l'économie. Donc croissance permanente obligatoire. Et on appelle ça donc la monnaie dette, puisqu'elle est créée par la dette. Et donc toute monnaie actuellement en circulation, si j'ai 3 millions dans l'économie, bah, il y a forcément 3 millions de dettes auxquelles s'ajoute de l'intérêt. Et donc en fait, tout le discours qu'on entend à la télé, rembourser la dette, on voit bien que c'est pas possible en fait. Alors, quelles sont les conséquences de ce type de création monétaire? Bien, forcément, du coup, on va chercher du profit en permanence, sans se poser forcément la question de l'impact de nos activités. Est-ce que donc mon activité, elle est humaine? Est-ce qu'elle protège l'environnement, etc. Ça va augmenter les inégalités, puisque donc du coup, il n'y a que ceux qui vont avoir accès au crédit qui pourront avoir de la monnaie fraîchement créée. Si vous êtes pauvre, sans emploi, et que vous n'avez pas une entreprise derrière vous, vous n'allez pas pouvoir toucher du crédit. La thésaurisation, donc la thésaurisation, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose qui est simple, c'est en fait l'accaparement des unités monétaires par certains individus, donc qui crée des assèchements. Donc régulièrement, on voit, à cause de ce système monétaire, c'est de manière cyclique, ça s'explique, hein, mais de manière cyclique, on va avoir des crises, forcément, puisque bon, il y aura une période où on va faire du crédit, on va alimenter l'économie en chiffres frais, et donc à ce moment-là, il y a une espèce d'engouement, les gens innovent, créent de l'entreprise, etc., des échanges. Et puis à force de créer des chiffres, à un moment, les banquiers ils vont dire stop, hein, parce qu'on en a créé beaucoup trop, donc on va augmenter les taux d'intérêt, etc. Les crédits vont se rembourser, et comme je disais tout à l'heure, à force de rembourser les crédits, si on n'en fait pas des nouveaux, on se retrouve dans l'assèchement monétaire. Et donc si en plus, au milieu de tout ça, s'il y a des gens qui s'accaparent des grosses quantités de chiffres, bien comment font les autres pour mesurer leurs échanges? Donc ça crée du chômage et de la pauvreté, évidemment, et puis
Et le problème aujourd'hui qu'on voit apparaître, enfin qu'on commence à comprendre aussi, c'est que comme elle est créée uniquement là où on croit qu'il y aura de l'activité, donc si j'ai des hommes par ici et que je crée de la monnaie là, et si j'ai des hommes là mais que je ne crée pas de monnaie là, bah les hommes qui sont ici vont avoir envie de venir là. Ça paraît logique. Donc c'est ce qu'on voit apparaître depuis longtemps en France, donc l'exode rural, l'accumulation des populations dans les villes, et en ce moment, dans des mouvements beaucoup plus importants, des mouvements migratoires intercontinentaux. Alors pour demain, du coup, comment on va faire? Puisque si on se rend compte que ce système de création monétaire, on se rend compte qu'il y a un souci. Alors on voit apparaître en ce moment, avec les nouveaux outils numériques, des monnaies, des crypto-monnaies. Par exemple le Bitcoin, je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est une monnaie qu'on peut utiliser sur Internet et qui au départ était complètement indépendante de l'euro, et puis avec le succès grandissant, et donc il y a eu des places de marché, aujourd'hui on peut l'échanger contre de l'euro. Alors le Bitcoin, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? En fait c'est un logiciel libre, décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un serveur central qui gère la création monétaire, c'est vraiment les utilisateurs avec leur logiciel, on appelle ça du peer-to-peer aussi. Et donc derrière il y a un principe de minage en fait. L'inventeur de ce logiciel il s'est dit bah tiens je veux faire une monnaie numérique, aujourd'hui j'ai trouvé un système sécurisé, fiable, comment je vais créer ma monnaie? Et donc il a voulu reproduire ce qu'on a fait pendant très longtemps, reproduire le système de minage de l'or. Et donc en fait derrière il y a un algorithme qui utilise la puissance de nos ordinateurs pour calculer les bitcoins. Et donc les premiers bitcoins sont faciles à trouver. Par contre les derniers, bah, comme l'or, il faut creuser plus profond pour aller trouver les dernières pépites d'or. Et bien le bitcoin ça marche pareil. C'est-à-dire que les derniers arrivés ne sont pas égaux par rapport aux premiers face à la création monétaire des bitcoins. Alors ça génère une course au profit, puisque vu que le succès grandissant, bien aujourd'hui on peut échanger des bitcoins contre des euros. Eh bien, il y a certaines personnes qui se sont dit, à ce moment-là, je vais essayer de concentrer au maximum de la puissance de calcul pour trouver ces bitcoins. Et donc là, on voit, il y a une photo. Donc c'est une ferme de serveurs qui a pris feu, un incendie suite à ce genre d'activité. Donc en fait, le bitcoin, on voit bien que c'est pas la solution. Bon, par contre, on voit que avec ce logiciel-là, c'est 5 milliards d'euros d'économie le bitcoin aujourd'hui. On voit qu'on peut créer des nouvelles monnaies numériques. Parce qu'on a des systèmes réputés inviolables et sécurisés. Je vais vous les présenter après. Et donc c'est ce qui s'appelle la blockchain. Voilà, j'en parle tout de suite. La blockchain, en fait, c'est un livre de compte partagé qui stocke toutes les transactions. Partagé parce que justement, comme on est en peer-to-peer, on est tous connectés les uns les autres, en fait, la base de données, elle est partagée. S'il y a un chaînon manquant dans la chaîne, eh bien les autres vont pouvoir reconstruire la chaîne. Donc, c'est aujourd'hui un système infaillible et inviolable. Mais je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Oui, parce que j'ai changé le plan de cet après-midi, donc je suis un peu surpris des fois. Les monnaies de demain, il faut qu'elles puissent empêcher la domination. Éviter les assèchements monétaires, comme on a vu tout à l'heure. Il faut qu'elles n'incitent pas au profit. Et il faut qu'elles possèdent une propriété d'invariance universelle, que j'expliquais tout à l'heure, dans l'espace et dans le temps. Il faut qu'elle respecte une symétrie spatio-temporelle entre les individus au niveau de sa création. Il ne faut pas que certains individus soient privilégiés par rapport à d'autres. Ah ben voilà, c'est pour ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est s'inspirer du Bitcoin pour créer une monnaie qui respecte ces points-là. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez voir, c'est simple en fait, hein, je vous entends rigoler. Les utilisateurs n'auront pas à développer les outils, il y a des gens qui sont bénévoles pour ça, on va en parler un peu après. Donc je vais vous parler de la théorie relative de la monnaie justement, qui respecte ces points-là. La théorie, comme son nom l'indique, ce n'est qu'une théorie. Donc c'est un ingénieur français qui s'appelle Stéphane Laborde,
qui a mis le doigt là-dessus et qui a donc rédigé un ouvrage qui est sous licence libre. Donc vous pouvez le télécharger sur le site, sur son blog créationmonétaire.info. Vous pouvez faire un don, hein, c'est du libre, c'est pas gratuit, mais c'est du libre. Vous pouvez le télécharger gratuitement, sous format PDF. Et donc en fait ça dit quoi? Ça dit qu'aucun individu ne doit être privilégié quant au jugement et à la mesure de toute valeur. Et pour ceux qui ont l'esprit un peu matheux, je vous conseille de le lire, puisque c'est une démonstration mathématique prouvant qu'il existe une forme de création monétaire avec une propriété d'invariance prenant en compte l'individu dans l'espace et dans le temps. Alors, ça fait une grande phrase, mais je pense que le message est à peu près clair. Et donc la théorie relative de la monnaie induit le concept de monnaie libre, qui respecte donc 4 libertés économiques. C'est ce qu'on voit dans le logiciel libre. Le logiciel libre aussi respecte les 4 libertés d'utilisation du logiciel. Ici, là, on est dans l'économie, donc l'utilisateur devra avoir le choix de son système monétaire, devra être libre d'utiliser des ressources ou non, libre d'estimer et de produire de la valeur économique, et il devra être libre d'échanger dans la monnaie de son choix. Alors, Stéphane Laborde, il dit quoi? Il dit que l'économie d'hier ne doit pas influencer l'économie de demain ou d'aujourd'hui. Et donc, on a ce petit graphique. Et donc, je ne sais pas si vous m'entendez comme ça ou pas. Donc, en fait, on voit que... on imagine un tuyau ici, où c'est le temps, la vie qui passe. Et donc là, à chaque instant, là, on va dire que chaque ligne correspond à une année. Et là, on voit des bébés, des ados, des étudiants, des actifs, des retraités, et puis des gens qui commencent à être malades, et la mort. Et donc, à chaque période, quand on avance, à chaque fois, on a toujours des bébés, à chaque fois, on a toujours des morts. Et vous, si vous êtes là aujourd'hui, l'année d'après, vous êtes là, l'année d'après, vous êtes là, etc., jusqu'à la mort. Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'économie qui se passe ici ne doit pas avoir d'influence sur l'économie qui se passe ici. Un exemple concret, si on revient dans l'histoire de l'homme, il y a eu un moment dans l'histoire, il y a eu l'esclavagisme, il y a eu le commerce triangulaire, par exemple, et donc il y a des gens qui sont sortis de cette époque-là très riches. Et donc de ce fait, aujourd'hui, si on regarde beaucoup d'acteurs dans l'économie mondiale, les grosses multinationales, si on regarde un peu, on voit qu'il y a souvent c'est des enfants ou petits-enfants d'esclavagistes. Donc en fait, ce schéma-là, et c'est pour expliquer ça. C'est pour dire que l'économie d'hier ne doit pas influer sur l'existence de demain. Et puis qu'au milieu de tout ça, on a des individus qui naissent et qui meurent. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Alors, comment ça marche la création monétaire d'une monnaie libre? Donc, comme ça ne doit pas être un outil de domination, il faut que la création doit être décentralisée. Ça doit pas être un organisme qui doit créer, ou une catégorie de population qui doit créer la monnaie, elle doit être complètement décentralisée. Aujourd'hui, on a dans l'économie, toute économiste vous le dira, il y a 2 acteurs principaux dans l'économie, il y a les agents bancaires et les agents non bancaires. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce de centralisation de la création monétaire sur les agents bancaires. Donc elle doit être décentralisée et elle doit refléter l'activité humaine, c'est-à-dire qu'il faut la créer là où se trouvent les hommes, pour éviter par exemple les mouvements de population comme on disait tout à l'heure. Donc à ce moment-là, on va la créer par un dividende universel, d'où l'explication du revenu de base tout à l'heure. Donc les monnaies libres sont co-créées par les utilisateurs. On crée la monnaie ensemble. Donc la monnaie étant un moyen et non une fin, c'est une unité de mesure qui doit avoir une propriété d'invariance universelle. Donc les monnaies libres se basent sur quelque chose qui est commun à tous les hommes, c'est l'espérance de vie humaine. Le taux de croissance d'une monnaie libre est calculé par rapport à l'espérance de vie humaine. C'est un taux fixe. Et enfin, il doit y avoir un réseau de confiance. On ne peut pas utiliser une monnaie s'il n'y a pas de confiance entre les individus. Donc on voit le concept de toile de confiance. Alors, ce genre de concept, on peut le voir dans certains outils informatiques aujourd'hui, par exemple, quand on utilise eBay ou Blablacar, où on juge les pairs, en fait.
ce qu'il a fait c'est bien, c'est pas bien. Et donc de ce fait-là, si les gens se jugent entre eux, bien, on a un système de toile de confiance qui devient assez robuste. Alors le principe, comment ça marche? Donc les utilisateurs se parrainent pour justement créer une toile de confiance. Le taux de croissance, comme j'ai dit, est indexé sur l'espérance de vie humaine. Ah oui, excusez-moi, il y a un problème d'affichage. Ah oui, c'est parce que j'ai pas internet. Ok. Alors en fait, c'est 10% par an. En fait, on calcule le taux de croissance de la monnaie. Normalement, ça s'affiche mieux que ça. C'est le taux de croissance d'une monnaie libre. En fait, on le calcule de cette manière-là. On prend le logarithme de la moitié de l'espérance de vie divisé par la moitié de l'espérance de vie. C'est démontré dans la TRM, je ne vais pas le faire ici. C'est un peu compliqué, il faut un niveau bac, spécialité maths. Donc non, je le ferai pas ici, je vais vous épargner ça. Bon, par contre, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez voir la démonstration. Et pourquoi on calcule ce taux de croissance comme ceci, et pourquoi pas autrement? Alors si on met 12%, 8%, ça marche, hein, c'est pareil. Bon, par contre, si on arrive à 40% ou 3%, là, ça pose des problèmes. Mais si on a un taux de croissance de 10%, eh bien, on peut avoir une monnaie libre sous forme de dividende universel. Et donc, en fait, la monnaie créée, les 10% par an, en fait, elle est créée par le dividende universel. C'est-à-dire que chaque année, bon, après, on peut le lisser sur des mois, mais chaque année, donc le dividende universel, en fait, il est distribué aux utilisateurs en divisant l'augmentation, c'est-à-dire les 10% de plus. Par exemple, si on a 1 million, je prends 10% de 1 million pour augmenter ma croissance, et bien ces 10%-là, en fait, on va tous les partager avec notre dividende universel. C'est comme ça que ça marche. Ah oui, du coup, pareil. Et donc, du coup, dividende universel, c'est le taux de croissance fois la masse monétaire divisé par le nombre d'individus. Les échanges peuvent se mesurer dans différents référentiels. Alors ça, c'est quelque chose qu'au début, Stéphane Laborde n'avait pas découvert. On s'en est rendu compte en développant les outils. Et en fait, dans les monnaies libres, on peut l'afficher comme on veut. On peut afficher des unités monétaires. Donc, les unités monétaires, c'est ce qui croît de 10% par an. Mais sinon, je peux l'afficher en dividende universel, mon compte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, on pourrait afficher notre compte en banque en nombre de RSA. Bon, sauf que le RSA, on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas cumulable, il n'est pas universel. Bref. Mais si on avait le RSA qui correspondrait à notre dividende universel, puisque tout le monde touche un RSA en France en tout cas, tout le monde le touche. Le chômeur, en fait, dans son chômage, il y a une part qui correspond au RSA. Le travailleur, même s'il n'a que son salaire, en fait, il a au moins le RSA. Donc tout le monde a au moins le RSA, donc on pourrait compter nos échanges en RSA. On pourrait dire, je t'achète ta voiture, ça vaut tant de RSA. Donc ça, c'est justement, c'est le principe de relativité. Il est là, le principe de relativité. C'est-à-dire qu'on peut afficher, ça n'est que des chiffres, dans le référentiel que l'on veut. On peut l'afficher en créditant, puisqu'un dividende universel correspond à une année d'espérance de vie humaine, eh bien je peux au prorata, par exemple si je divise par 12, mon dividende, dire ça vaut un mois d'espérance de vie humaine. Si je leur divise par 30, après j'obtiens une journée. Et je peux dire qu'une journée de travail, ça équivaut à mon dividende divisé par 12, divisé par 30. On peut l'afficher en crédit mutuel. Vous allez voir aussi pourquoi, pour ceux qui connaissent ce crédit mutuel. Alors ça, c'est un graphique. Donc on ne voit pas parce que les courbes du coup se juxtaposent, mais on a 4 utilisateurs qui ont chacun de la monnaie libre, et donc ils touchent leur dividende universel par période. Et donc au départ, là on ne le voit pas, mais il y a des différences entre les utilisateurs, et en fait, grâce au dividende universel, les différences s'estompent avec le temps. Donc là, clairement, c'est comme s'il n'y en avait pas. Mais si je passe dans le référentiel dividende universel, et là, par exemple, je vois que le petit bonhomme qui est en rouge, lui, il est parti avec 55 unités en nombre de dividendes, ici. Le violet, là, il est parti, lui, avec 20 unités, et là, j'en ai un qui est parti en négatif. Enfin, non, parce que le 0, il est là. Et ici, en fait, on a un trait, c'est une médiane vers laquelle tendent tous les comptes s'il n'y a plus d'échange. S'il n'y a plus d'échange, si tout le monde tombe malade, plus personne échange,
tous les comptes se lissent en fait de cette manière-là et tombent jamais à zéro. Ils tendent vers, ça se calcule ici, vers une valeur, ici, médiane, et il suffirait de décaler en fait la médiane à zéro pour dire on est en crédit mutuel. C'est juste une question d'affichage après, c'est une question de mathématiques. Et donc, grâce à un dividende universel qui est versé mensuellement, eh bien on tombe jamais à zéro. Et la personne qui est riche, eh bien, elle ne devient jamais pauvre à 100%, et la personne qui est pauvre, elle ne devient jamais riche. En fait, on voit qu'on a une espèce de monnaie fondante. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ce principe-là. Donc des fois, il y a des celles qui ont essayé les principes de monnaie fondante. Ils se sont dit, oui, il ne faut pas pouvoir accumuler la monnaie pour pouvoir éviter d'avoir du pouvoir sur les autres. Et donc, ils ont inventé les monnaies fondantes. Alors, le problème, c'est que ça ne marche pas. Hein. Ça crée des blocages et tout ça. Et donc, les monnaies libres intègrent ce système de monnaie fondante, intrinsèquement. Et donc, quand on compte dans le référentiel en dividende universel, comme on l'a vu à l'instant, donc la monnaie fond, alors c'est pareil, donc, du coup, problème d'affichage. La monnaie fond avec un taux, alors ce taux-là, du coup, il se calcule. Et cette fonte, en fait, est recréée par le dividende universel. C'est-à-dire que du coup, on a une masse monétaire au niveau global qui est constante. Elle est juste proportionnelle au nombre d'individus. Si j'ai 100 personnes dans ma population, ma masse monétaire n'augmente pas, elle reste constante. Donc si ma population augmente, à ce moment-là, ma masse monétaire augmentera. Et si ma population diminue, ma masse monétaire diminuera. Donc du coup, on a vraiment une monnaie qui est liée aux hommes, à l'humain. Alors quels sont les impacts, quels peuvent être les impacts sur l'économie? Alors ça, c'est mon analyse personnelle. Donc on aurait la liberté de refuser un travail, on pourrait choisir nos activités. Donc ça, c'est tous les avantages qu'on a vus tout à l'heure sur le revenu de base. On serait égaux vis-à-vis de la création monétaire. Donc moins de guerre, moins de domination, une référence commune. Et on aurait de la fraternité, plus de fraternité, dans le sens où si on n'a plus de banque, puisque dans le paradigme des monnaies libres, on n'a plus de banque. Et la monnaie est co-créée par les citoyens. Alors comment on fait pour financer les gros projets, si je veux financer une école, un hôpital? Et à ce moment-là, on fait du crowdfunding. C'est un mouvement qui est apparu ces dernières années grâce à Internet. Et bien, c'est du financement participatif. On donne chacun un peu de notre porte-monnaie pour financer les projets dans lesquels on croit. Hein, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, je crois que les gens, ils n'en veulent pas. Donc, s'il n'y avait pas des banquiers qui finançaient derrière des gros industriels, c'est le genre de projet qui ne verrait pas le jour. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Le gaz de schiste, par exemple. Alors, les implications. Alors, comment on fait pour mettre en place une monnaie libre? Comment, à notre niveau, nous, citoyens, comment on peut faire? Eh bien, on va pouvoir soit le faire nous-mêmes, sans attendre de personne, soit se mettre en accord avec nos collectivités, nos institutions. On a déjà des réseaux qui sont en place, on a des CEL, on a des AMAP, on a pas mal de choses, en tout cas, moi je viens du Havre, il y a pas mal de choses qui bougent, apparemment ici aussi. Donc c'est déjà un socle sur lequel on peut se baser. Et puis à long terme, on pourra très bien développer ça dans les commerces, les PME, et éventuellement, donc, si possible, tout ce qui est énergie alternative, quelque chose d'avoir une économie positive, solidaire. Et d'un point de vue technique, en fait, qu'est-ce que ça implique? Ce qu'il faut, c'est avoir un générateur de monnaie libre. En fait, c'est un serveur, c'est un ordinateur. Et pour les utilisateurs, il faut un porte-monnaie numérique, un peu comme vous avez avec votre carte bleue. Ce qui serait bien à terme, c'est qu'on ait des terminaux et des cartes de paiement compatibles avec nos systèmes de monnaie libre, et qu'on ait aussi des places de marché sur lesquelles on puisse échanger biens, services et monnaie, puisqu'on peut créer une monnaie libre, par exemple, dans la Manche, et je peux créer une monnaie libre aussi dans le Pas-de-Calais, etc. Mais après, il faut peut-être pouvoir passer de l'une à l'autre. Et aussi, même si jamais ça marchait, si on l'institutionnalisait au niveau de l'État, par exemple, au niveau régional, on pourrait imaginer une monnaie municipale, une monnaie régionale et une monnaie nationale. Il faudrait pouvoir passer de l'une à l'autre.
Donc tout ça, en fait, c'est en cours de développement. C'est des gens bénévoles, des informaticiens qui travaillent là-dessus. Et donc on va pouvoir peut-être le voir un jour. Donc je vais vous présenter Ucoin, qui est le logiciel aujourd'hui qu'on peut déjà utiliser. Il est en version de test. On peut s'inscrire. Et donc je vais vous présenter comment ça marche. Alors Ucoin, en fait Ucoin c'est un générateur de crypto-monnaie libre qui est conforme à la théorie relative de la monnaie. C'est-à-dire à tout ce que je viens de vous expliquer. Donc c'est la partie serveur, généralement c'est plutôt les informaticiens qui vont le mettre en place, et même pour un informaticien c'est pas toujours évident parce que j'ai déjà fait. Et donc pour ceux qui connaissent, c'est développé sous licence libre dans un langage qui s'appelle le Node.js. Et donc ça utilise la technologie de la blockchain qu'on a vu tout à l'heure et que je vais approfondir. Ça marche comment? Ça marche par système de serveurs décentralisé, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes un collectif et que vous voulez mettre en place une monnaie libre, par exemple, l'idéal c'est d'avoir au moins 2 ou 3 serveurs. Bon, on peut les héberger chez nous, on peut les mettre aussi chez des prestataires de services, pourquoi pas. Et donc, l'idée c'est d'avoir plusieurs serveurs pour avoir quelque chose de résilient. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, les autres prennent le relais. Si j'ai qu'un seul serveur central et s'il tombe, malheureusement, on n'a plus de monnaie. Donc voilà, c'est un système de serveurs décentralisé qui se partage la base de données, c'est-à-dire la blockchain, avec toutes les transactions, avec les demandes de parrainage et avec aussi les reversements de dividendes universels. Donc toute cette partie-là, elle est invisible pour les utilisateurs. Ah oui, ma souris, on la voit pas. Toute la partie là, c'est invisible. Et en fait, les utilisateurs, eux, ils ont un ordinateur, un smartphone, une tablette, et ils se connectent via Internet sur le réseau de serveurs, en fait. Et peu importe s'ils se connectent sur celui-là ou sur celui-là, ça marche quand même. Donc du coup, on a un système qui est résilient aux pannes et aux attaques. Alors la blockchain, je vais essayer de vous l'expliquer de manière très très simple. En fait, c'est tout bête. Vous imaginez comme si vous aviez des fichiers. Ici, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc c'est l'ordinateur qui doit calculer pendant des heures et des heures pour générer une chaîne de caractères. Et on va y stocker une information, par exemple une transaction. Un tel a donné tant de monnaie à un tel. Et en fait, chaque bloc fait référence au précédent. Et comme la référence de chaque bloc est très longue à calculer, il est impossible de mettre un bloc, d'insérer un bloc entre deux. C'est impossible de falsifier cette base de données. Actuellement, elle est réputée inviolable. Goldman Sachs veut créer son propre système. C'est vraiment quelque chose qui tient la route. Et pour ceux qui sont sur la démocratie, il y a des outils de vote qui commencent à se développer avec ce système-là. On peut enregistrer les votes des citoyens avec ça. Tellement c'est fiable. Donc comme je disais, c'est un livre de compte public. Ça stocke les transactions, les versements de dividendes, les demandes d'adhésion à la monnaie. Et donc chaque bloc dispose de sa signature et fait référence au bloc précédent. Alors, pour vous et moi, utilisateurs, si on veut utiliser une monnaie libre, on peut utiliser donc des logiciels clients. Et des logiciels clients, il y en a qui se développent sur différentes plateformes en ce moment. Donc il y a Sakia. Sakia, c'est pour tout ce qui est PC, Windows et Linux. Donc vous pouvez le télécharger. Vous pouvez télécharger Sakia, l'installer sur votre ordinateur et faire une demande pour utiliser la monnaie de test. Donc il y a un forum, tout sera cité à la fin, sinon c'est le forum.ucoin.io. Vous faites une demande de parrainage auprès des utilisateurs et vous pouvez utiliser la monnaie de test et toucher votre dividende universel. Aujourd'hui, il ne vous servira pas à grand chose, puisque personne ne l'a adopté, mais le logiciel est fonctionnel. On a une version pour Android, c'est-à-dire pour tout ce qui est smartphone, sous Google, qui existe. Donc là, c'est en Mayenne que ça se passe. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Benoît Lavenier, qui a monté une entreprise et qui a financé un contrat en alternance avec un jeune pour développer cette application. Donc cette application est fonctionnelle. C'est d'ailleurs eux qui ont mis en place la possibilité d'afficher soit en crédit mutuel, en crédit temps ou en unité monétaire, etc. Donc
C'est du logiciel libre, donc n'importe qui peut contribuer. Si vous connaissez des informaticiens autour de vous, essayez d'en faire la promotion, parce qu'il y a besoin de développeurs encore. Il y a encore pas mal de travail à faire. Il y a une application pour tout ce qui est smartphone d'Apple, aussi qui est en projet, et une application web, c'est-à-dire sur un navigateur, Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc. Donc on pourra utiliser les monnaies libres via toutes ces plateformes. Alors, comment ça marche au niveau de l'utilisation? Tout bêtement, on s'inscrit, un login, un mot de passe, pour rejoindre une communauté. Donc on fait une demande de parrainage. Et on peut rejoindre une ou plusieurs monnaies. Bon, actuellement, il y a plusieurs monnaies de test. Mais quand ce sera en place, en utilisation, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra rejoindre la monnaie de la Manche et puis si on veut la monnaie du Pas-de-Calais. Donc on peut rejoindre plusieurs monnaies. Donc à chaque fois qu'on veut intégrer une communauté, eh bien, on fait une demande de parrainage, de certification. Et donc une fois qu'on est parrainé, on fait partie intégrante de la toile de confiance. Et on est reconnu en tant qu'être humain par le système, puisque donc, du coup c'est les autres utilisateurs qui nous ont reconnus. C'est pour éviter par exemple les pirates qui utiliseraient des logiciels robots, ou qui utiliseraient des gens qui voudraient utiliser plusieurs identités, etc. Et donc une fois qu'on est dans la toile de confiance, on peut rechercher un membre, et on peut nous-mêmes certifier les autres membres. À chaque période, on touche notre dividende universel, et on peut faire un virement aux autres utilisateurs. Et donc on a le choix du référentiel d'affichage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça c'est fonctionnel. Et on peut voir l'historique de toutes nos transactions. Donc les monnaies libres, pour conclure, c'est quelque chose qui est amené à se développer. On est de plus en plus nombreux, au moins déjà à comprendre, parce que quand j'ai découvert ça il y a 2 ans, en France, on était peut-être 20 personnes à connaître. Maintenant, on est peut-être 5-6 000. Peut-être l'année prochaine, on sera 20 000. Et les logiciels continuent d'évoluer. On passe de version en version. Et plus ça avance, et plus on arrive à quelque chose d'abouti. Alors en Mayenne, donc le fameux monsieur Benoît Lavenier qui a développé l'outil pour Android, a monté un collectif, un peu comme vous avez ici, et va lancer sa première monnaie libre. 2017 pour les entreprises locales, Lavenier, Lavenier. Et donc, au mois de juin, si vous le souhaitez, vous pouvez aller à Laval pour les rencontres des monnaies libres, où il y aura les contributeurs, les développeurs. Il y aura une partie plus pour les informaticiens et une partie plus pour le grand public. Vous allez pouvoir peut-être tester les logiciels de monnaie libre et rencontrer donc tous les intervenants actuels. Et donc en Mayenne, c'est un projet qui est bien avancé, puisqu'il a déjà des partenariats avec les commerçants locaux, avec les SEL de la région, et donc c'est vraiment, là c'est sur les rails. C'est parti. Donc il fait des présentations et apparemment il a trouvé des partenariats avec la région. Ça se développe pas mal. Alors pourquoi pas, ce serait là où on verrait apparaître la première monnaie libre en France. Donc pour ceux que ça intéresse, pour creuser le sujet un peu plus loin, je vais vous donner quelques petites références sur lesquelles les travaux sont basés. Et donc Albert Jacquard, qui traite du travail, Paul Ariès, excellent. Alors le mouvement français pour un revenu de base existe, vous pouvez, il y a des petits flyers à l'entrée si vous voulez en prendre. Le réseau salariat de Bernard Friot, donc comme je vous expliquais, pour voir le concept de salaire à vie. En fait, il veut s'inspirer de la fonction publique pour que tout le monde ait un salaire à vie par rapport à son grade. Comprendre l'économie contributive aussi. Alors tout ça, c'est des liens. Donc les liens, vous pouvez les avoir sur pjc76.free.fr/conf. Donc vous aurez tous les liens vers les vidéos et comme je disais, pjc76.free.fr/conf. Donc vous verrez à peu près la même présentation, quelques différences près, et tous les liens sont cliquables. Tout ce qui concerne la monnaie, donc il y a le livre de Gérard Fouché, Les secrets de la monnaie.
le livre de David Graeber, Dead 5000 ans d'histoire. Et ensuite, bon, sur YouTube, vous allez trouver pas mal de vidéos sur la création monétaire, notamment via Gabriel Rabhi, le fils de Pierre Rabhi, pour ceux qui connaissent. Bernard Maris aussi, qui nous a quittés tragiquement lors des attentats de Charlie Hebdo. Bernard Maris qui était conseiller à la Banque de France et donc qui connaît très bien le sujet. Et puis ensuite, donc, sur la théorie relative de la monnaie, donc pas mal de contributions de plus en plus pour essayer de démocratiser le concept. Parce que si vous voulez, au début, comme Stéphane Laborde est ingénieur, c'est pas toujours évident de le comprendre et de le suivre. Ça parle de logarithmes, etc. Mais c'est pas toujours évident. Donc en fait, on est plusieurs comme moi à essayer de faire comprendre le concept aux gens. Et puis, on en parlait tout à l'heure en début, le jeu Geconomicus, que je vous conseille de mettre en pratique. C'est un moment très convivial à faire en groupe. C'est un jeu avec des cartes et des cacahuètes, par exemple, ou des petits bonbons. Donc le principe, c'est de créer des valeurs en faisant des carrés. Donc un carré d'As ou un carré de 8. Chaque fois que j'ai un carré, je gagne un bonbon. C'est par exemple une maison, et puis les 4 cartes, c'est les murs de la maison. Et donc pour choper les cartes qui me manquent, à ce moment-là, il faut les échanger avec les autres. Et donc avec ce jeu-là, on peut tester la monnaie dette et la monnaie libre. Et on peut voir les avantages et les inconvénients. Donc souvent on fait ça sur une journée, pour pouvoir faire la monnaie dette le matin, la monnaie libre l'après-midi, et puis pouvoir faire un débrief là-dessus. Donc ça, c'est génial à faire. Et d'ailleurs, donc, le jeu de la corbeille dont c'est inspiré, vous pouvez le faire avec Gérard Fouchet si jamais vous le réinvitez. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, on va essayer de passer au moins une petite demi-heure ensemble pour des questions-réponses. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des questions, des remarques?